où j'ai fait mon premier mois à 50 000 euros sur avril. Effectivement, la sécurité en France, elle est vraiment au plus bas, tu vois. Même pas en un mois, tu peux gagner ce qu'un mec au SMIC gagne en un an, tu vois. Un mec, souviens-toi, qui avait fait des millions et des millions de dollars alors qu'il vendait des formations pour devenir DJ de mariage. Ouais. Bah, t'as pas photo. Le mec en France, déjà, il y a 60% de son chiffre d'affaires qui va partir dans les impôts. Tu fais x10, x15 sur ton CA. Bienvenue à tous dans ce podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Baptiste de l'agence Webiflow. Baptiste, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton parcours, ce qui t'a amené à venir ici à Bangkok, de ton agence. On va parler un petit peu de ce qui t'a amené ici, de pourquoi aujourd'hui tu as décidé de monter ton agence, le parcours par lequel tu es passé, les résultats aussi que tu as pu obtenir jusqu'à présent. Et puis de manière générale, on va discuter un peu de sujets acquisition, marketing, entrepreneuriat, voyage, etc. Donc on va voir tout ça. Restez bien tous connectés puisqu'on va lâcher de bonnes pépites, je pense, tout du long. Du moins, on va essayer de vous partager un max de valeur et puis dans tous les cas, vous allez avoir les insights vraiment de ce qui se passe sur le marché des agences parce que pour le coup, ça commence à faire un moment qu'on fait ça. Donc écoute, Baptiste, je te laisse te présenter, d'où tu viens, ce que tu fais, dis-nous tout. Écoute, merci pour cette introduction. Moi, je m'appelle Baptiste, j'ai 24 ans, ça fait maintenant 3 ans que j'ai l'agence et que j'ai quitté la France aussi. Et du coup, on a une agence qui s'appelle Webiflow, qui est une agence d'acquisition et de conversion pour les infopreneurs et coachs. Où globalement, on va mettre en place diverses méthodes comme des setups VSL, des setups webinaires. On peut aussi mettre du challenge, hein, notamment ce qu'on a fait dernièrement, là, sur le mois dernier. Des social funnels. Vraiment, on connaît toutes les stratégies du marché et on les adapte aux clients en fonction de la niche, de la concurrence et de la méthode qu'on veut déployer sur un business donné, par exemple. Évidemment, on met de la publicité dessus. Et avant ça, je fais plusieurs business, mais je pense qu'on en reparlera. Et après, je sais pas si tu as d'autres questions. Non, carrément top. C'est marrant parce que nous, on se connaît hors caméra. Pour le coup, ça fait un moment maintenant qu'on se connaît. On s'est rencontrés à Bali pour la petite histoire. On a vécu à Bali pendant un bon moment, mine de rien. C'était quoi? On a fait 7 mois, 8 mois peut-être ensemble. Parce que moi, je suis arrivé un petit peu avant. Toi, t'es reparti après. Ouais. Donc, on s'est rencontrés là-bas. Qu'est-ce qui a fait que finalement, t'es arrivé à Bali tout frais, tout beau? Qu'est-ce qui a fait que t'es arrivé comme ça? Ouais, c'est une grande histoire. En gros, mais je pense, du coup, je vais commencer comment j'ai lancé l'agence, parce que ça déroulera sur le reste. Donc en fait, quand j'ai lancé l'agence, moi, au début, je travaillais avec les e-commerce, tu vois. Je pense que c'était une période où c'était vite assez bouché parce que tout le monde faisait la même chose. Facebook Ads pour e-commerce. Et globalement, t'arrivais sur un marché qui était assez saturé. Et peu de temps avant, j'avais rejoint une formation qui était dans le trading. Rien à voir, mais c'était un domaine qui m'intéressait, du coup, je me suis formé là-dessus pour avoir des bases dedans, etc. J'ai pas poursuivi sur le développement et vraiment aller chercher des résultats, mais ça me plaisait quand même. Et du coup, en fait, le formateur qui avait cette formation-là, qui était Hugo, à un moment donné, avait besoin d'un tunnel de vente. Et du coup, on a sorti un tunnel webinaire qui a très très bien fonctionné, plus qu'on a fait, je crois, plus de 200 000 euros de profit sur l'année. Et en fait, au moment où on a lancé le tunnel, un mois après, il m'a dit, bah écoute, viens à Bali, tu vas voir, c'est cool, tu fais un peu d'argent. J'avais d'autres clients aussi à côté d'Hugo. Du coup, j'avais un certain revenu. C'était pas des dizaines de milliers d'euros, hein. Mais ça permettait de vivre un peu n'importe où on voulait. Et sachant que Bali, après l'ouverture Covid, c'était très peu cher, quoi. Et du coup, en juin, j'arrive à Bali et je kiffe. C'était génial. Et après, on rencontre aussi Johan, d'autres potes, mais ouais, c'est comme ça que je suis arrivé à Bali, quoi. Ouais, c'est marrant parce qu'on a à peu près la même histoire, c'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu de base Ouais. d'aller à Bali. Ouais, Et toi, c'était avec Johan, du coup. ouais, c'est ça, Ouais. c'est Yoann qui m'avait dit vas-y, passe à Bali, tu vas voir, tu vas kiffer. Et sur le coup, j'avais pas prévu, tu vois, d'aller à Bali de base. Et en fait, on est arrivé là-bas, on s'est dit, moi, ça m'a mis quand même une grosse claque, tu vois, c'est le premier voyage. Alors maintenant, notre avis sur Bali, Ouais, on un pourra en peu reparler, mais différent. un peu différent parce Ouais. que forcément, bah, on est à d'autres stades et on cherche plus forcément les mêmes choses, je pense, dans nos vies à l'heure actuelle. Mais du coup, effectivement, ça a été un peu le premier déclic, disons, là-bas. Et c'est, je pense, là aussi, on a rencontré le plus d'entrepreneurs le plus rapidement, je pense, hein, quand ils pensent. Ouais, je pense, ouais. Alors après, entrepreneurs, on a nos avis là-dessus, mais voilà, c'est petits entrepreneurs, disons, de manière générale. Mais c'est, je pense, la première étape. Et on a rencontré des gens un peu comme nous à ce moment-là. Ouais. On s'est dit, ok, c'est intéressant. Et puis même, je pense que 4 autres vies, n'empêche, il est quand même assez sympa. Donc, sur la globale, même si ça a beaucoup évolué hein, récemment. Ouais, quand tu y peut-être penses. pas forcément bien, mais je pense que, tu vois, Bali, c'est un bon step au début, tu vois.
Ça peut te permettre d'exploser ton réseau assez facilement parce que c'est user-friendly. Tu peux rencontrer énormément de personnes. Pardon. Énormément de personnes ultra facilement, tu vois. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'en fait, enfin après, ça dépend à l'étape où t'es. Mais toi, je pense que t'es un peu pareil que moi avant d'arriver à Bali. C'est on connaissait pas forcément beaucoup d'entrepreneurs. Et du coup, en fait, on faisait nos trucs seuls dans nos coins, etc. En fait, en arrivant à Bali, bon, tu te dis, ok, en fait, il y en a des milliers comme moi, tu vois. Pas qui font, enfin, du moins qui ont une vision et qui tendent vers quelque chose euh, dans la même vision, quoi, tu vois, tout simplement. Et donc, je pense que c'est un très bon premier step. Maintenant, faut pas rester, pour moi, 10 ans à Bali parce que t'enfermes vite dans un truc où, tu sais, c'est pas cher. T'as accès à, enfin, les facilities, elles sont, enfin, pas chères et t'as accès à tout ce que tu veux. Et, euh, et en fait, je pense que ça te limite dans ton développement, tu vois. Tu vas pas chercher vraiment les steps supérieurs parce que tu te dis qu'avec 5000 balles par mois, bon, tu vis comme un roi, tu vois. C'est comme si tu vivais à 15 000, 20 000 à Paris, quoi. Ouais. Donc, Ouais, je suis d'accord. Et moi, ce que j'ai remarqué à Bali, c'est que mine de rien, quand tu fais un peu tu rassembles tous les entrepreneurs qui existent à Bali. En fait, j'ai remarqué que tu as deux catégories. Tu as une première catégorie, c'est les freelance et tous ceux qui commencent. Et le matin, ça travaille, l'après-midi, ça va surfer. ouais, c'est ça. Ou tu as les mecs qui ont déjà bien réussi, etc., mais qui postent plus vraiment, tu vois, qui sont un peu, entre guillemets, à la retraite déjà. Ouais. Et ce qui fait qu'en fait, ils restent un peu dans leur confort. Mais ce qui est aussi bien, tu vois, ça leur correspond sans doute là-dessus. Mais je pense qu'on avait envie de bouger de base. Et c'est vrai que pendant 6-7 mois, peut-être, on a un peu bougé chacun de notre côté. Et on a fini par se retrouver à Bangkok, où on filme d'ailleurs ce podcast à l'heure actuelle. Et ouais, ça fait un moment qu'on commence à être là maintenant. Et puis je pense que, en tout cas, personnellement, moi, je me vois bien ici sur les prochaines années. Je sais pas quelle est ta vision justement par rapport à ça, mais Ma vision par rapport à Bangkok, ouais, elle est assez intéressante pour moi. C'est pareil, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu retrouves des facilities qui sont énormes. Un réseau qui est quand même de meilleure qualité que par rapport à Bali, je le trouve, tu vois. Maintenant, c'est quand même assez pollué, tu vois. C'est le seul point un peu négatif et je le sens, tu vois, par rapport à avant où l'année dernière j'étais à Medellin, l'air n'a rien à voir, tu vois. C'est le seul point enfin, pas top pour moi, mais sinon, tu as des facilities de ouf. Tu peux bosser ultra facilement dans ton condo. Tu as des cowork, des events. La food, elle est insane aussi. Enfin, tu manges tout ce que tu veux. Un rapport qualité-prix aussi qui est plutôt intéressant. Donc, moi, je me vois bien aussi rester sur les prochaines années. Après, peut-être pas faire un an complet à chaque fois. Partir 3-4 mois et revenir, etc. ouais. Donc, et sachant qu'avec les nouveaux visas qui sont sortis, ben, ça peut être vraiment facile. Ça, c'est clair. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, j'avais vu justement concernant ces visas-là. J'ai vu maintenant, pour les visas touristes, c'est 60 jours, je crois, sans renew. Et même, ils ont sorti récemment le visa digital nomade. Je crois que ça a facilité pas mal de choses justement par rapport à ça. Donc, ouais, ça va être cool. Ça va être cool, ça va être cool. Et à Bangkok, est-ce que tu trouves que c'est facile de développer ton agence? Est-ce que tu penses que c'est un bon endroit pour trouver des clients ou au contraire, c'est plutôt un bon endroit pour bosser? Comment tu vois le truc sur ça? Est-ce que tu penses que voilà, c'est ceux qui ont des agences et qui sont en train de les développer, est-ce que venir à Bangkok, ça va vraiment changer quelque chose pour eux? Comment tu Ouais, vois le truc? bah après, moi, je pense que dans tous les cas, le voyage, quand t'as un business, ça t'ouvre des portes, tu vois. Je sais que, enfin, Bangkok ou même Bali ou même Dubaï, enfin, tous ces hubs un peu d'entrepreneurs, ça va forcément aider au développement d'une agence ou d'un business en soi. Parce qu'on fait à peu près tous la même chose globalement. Enfin, tout le monde a besoin d'acquisition, tout le monde a besoin d'augmenter sa conversion. Et donc, ouais, je pense que c'est intéressant. Après, tout dépend des personnes, mais Bangkok, ouais, je pense que ça peut être intéressant. Les premiers steps, en tout cas, si la personne n'a pas fait de voyage avant, Ouais. l'Asie sera très bien de faire Bangkok, après, elle peut faire un tour à Bali, etc. Mais, euh, mais ouais, je pense que ça peut être très intéressant. Il y a des events qui sont cool. Rencontrer du monde, c'est assez facile aussi ici. Peut-être un peu moins facile qu'à Bali, je trouve, tu vois. Mais ça reste simple. Et ouais. Ouais, surtout que c'est pas les mêmes réseaux, ce qu'on parlait un petit peu avant, mais à Bali, tu as beaucoup entre guillemets, d'entrepreneurs débutants, tu vois, qui font 5, 10, 15 000 par mois. Ouais. Après, quand tu veux te taper un peu plus haut, c'est plus compliqué souvent de les trouver ou du moins d'y accéder. Alors qu'à Bangkok, mine de rien, bah, ça court un peu plus les rues. Même si, voilà, comme tu dis, c'est un peu plus complexe de les approcher, mais après, une fois que tu peux rentrer dans ce genre de réseau, c'est comme tout, ça se fait relativement facilement là-dessus, quoi. Donc, 100%. j'aimerais qu'on revienne sur une compétence qu'on a tous les deux, Ouais. mais avec des visions différentes, c'est l'acquisition.
Parce que moi, j'ai commencé à faire beaucoup de media buying, etc. Mais j'ai switché de modèle, on en reparlera après. Et toi, justement, tu as continué dans cette voie de Done for You. Ouais. On en reparlera par la suite. Mais comment t'en es venu à Facebook Ads, à l'acquisition de manière générale? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu te dis, vas-y, je vais développer cette compétence et la proposer finalement en tant que service? Ouais, en fait, par rapport à la première agence du coup que j'ai montée, c'était un service d'acquisition que moi j'avais lancé. Du coup, c'était de la publicité pour les e-commerce. Et d'ailleurs, mon premier client que j'avais signé, c'était une agence immobilière où je générais du lead en fait. Bon, c'était pas au top qualité, hein. Mais, c'était mon premier client et ça a généré du lead. Bon, après, ils n'ont pas converti, mais ça a généré du lead quali sur une zone qui était déterminée. Et donc, c'était les premières ads que je lançais avec de l'acquisition. Euh, et donc, pourquoi développer l'acquisition? En fait, ça peut aller très très vite avec de la publicité, tu vois. Il suffit que, et ça, c'est quand même, enfin, le gain de temps que tu gagnes par rapport à l'argent que tu dépenses en termes d'itération. Enfin, enfin, c'est ta capacité à obtenir du résultat, elle est insane, tu vois. Ouais. Donc acquisition, ouais, et je pense que parce que c'est un gros pain point aussi, tu vois, sur le marché. Donc c'est une compétence qui sert dans tous les business. Tu peux répliquer sur énormément de choses. Et c'est un gros pain point, en tout cas sur le marché français, tu vois. Ouais. Il y a énormément de personnes, que ce soit agences, coach, infopreneurs, qui sont dans des stagnations et surtout que sur des business comme ça, si tu stagnes, c'est comme si tu régressais, tu vois. Ouais, parce que Donc, c'est clair, moi je dis souvent, le problème c'est que si tu développes pas ton acquisition, c'est que tu te renouvelles pas à chaque fois. mm, En fait, t'as des mecs qui vont arriver et en 2 mois, ils vont rincer le marché, ils vont tout plomber et en fait, t'es out, quoi. Donc, c'est un peu la dure réalité du marché des agences, coach, freelance, etc. C'est que si t'es pas à jour et que tu continues pas de croître vite, ouais, en fait, tu te fais exploser par des mecs qui arrivent et qui lancent des business alors que eux, ils ont compris comment faire. Et ouais, forcément, ils vont t'exploser alors que ça fait 2 mois qu'ils ont lancé leur programme ou leur offre, etc. Donc ouais, forcément, derrière, tu te fais exploser si tu continues ouais, 100%. comme ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que on en avait parlé longtemps. Vous marchiez longtemps à la recommandation. Alors, on en Euh, avait deux, ouais. C'était recommandation et cold mailing, beaucoup. ok, recommandation, cold mailing. Ouais, Et récemment, vous êtes passé sur un modèle ads. exactement. Moi, j'ai fait aussi le pas il y a quelques mois de ça, de passer quasiment full modèle ads. Pourquoi avoir décidé de finalement passer sur de l'ads et peut-être, bon, évidemment, vous avez toujours le code mail Ouais, et on est toujours cross-platform, donc on a LinkedIn aussi, on a YouTube. YouTube qu'on développe pas, enfin, on n'est pas satisfait du développement de YouTube pour l'instant. Mais pourquoi maintenant? En fait, c'est très simple, c'est qu'on était prêt en fait. Par rapport au développement, par rapport aussi à la gestion de trésor, par rapport à la structuration d'équipe, au case study, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé. Donc on a lancé le setup, je pense. On avait déjà le copywriting parce que on avait déjà fait le copy. Mais en 3 semaines, il était sorti, je pense, montage plus run les ads. Et du coup, ça a plutôt bien marché parce qu'on a fait un close au bout d'une semaine. Donc plutôt intéressant parce qu'on est déjà en x10 dessus. Le setter, on a un setter aussi qui tourne dessus. Donc c'est un système en fait page capture VSL, setting et après bon, tout ce qu'il y a autour en termes de stratégie. ouais. Et, et là, le setter a booké son premier call hier. Le setter a quand même une capacité d'adaptation qui est un peu plus longue par rapport enfin, pour optimiser le setup par rapport à une ads, forcément, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ouais, plutôt satisfait. Ça a mis du temps à apprendre, mais là, on est très satisfait du système. Mm, mm. Ouais, c'est vrai que c'est ouf. Et d'ailleurs, bon, tu as dû le voir aussi des clients. Pour ceux d'ailleurs qui savent pas, Baptiste donc de Webiflow, ce qu'il fait surtout, c'est des coachs. Coach Ouais, infopreneur, c'est vraiment votre spécialité. C'est un peu votre ouais, cœur de cible là-dessus. Et le truc, c'est que voilà, vous savez de base que parfois les ads, entre le moment où tu lances et le moment réellement où ça va avoir du résultat, il y a toujours ce petit battement où tu dis, ah, je spend, ouais, mais je sais pas si je vais avoir des résultats pour le moment. Alors qu'en fait, il faut ouais, juste trust la machine. Et si tu as bien fait le boulot sur les emails, les SMS, le tunnel, même le setter, le recrutement, même tes ads, si elles sont performantes, ouais, derrière, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas en soi, tu vois. Qui plus est, ouais, en plus, c'est qu'on a surtout un marché à prendre parce qu'en réalité, les agences qui font de l'ad, t'en as pas des masses, quoi. T'en as quelques-unes, mais qui raflent un peu tout le marché. Mais la plupart des agences qui stagnent entre 5 et 10 000 euros, ces petites agences que j'appelle un peu comme ça, ouais. finalement, Non, il faut pas de ils pub. font pas de pub, Non, tu non. vois, alors que ça pourrait être un levier énorme Ouais, pour eux. ouais, 100%. Et, et ben en fait, c'est surtout aussi quand tes comptes publicitaires ils sont neufs, tu vois. Nous, il était neuf le nôtre quand on l'a lancé.
Et du coup, c'est vrai que ça met un peu plus de temps sur l'adaptation et la période d'apprentissage. Mais ouais, très content. Très content de système. Et en fait, ça permet aussi de. Moi, j'aime bien le concept, c'est d'antifragile, tu vois. Et en fait, c'est parce que nos ads fonctionnent bien maintenant qu'on va arrêter de poster sur LinkedIn et sur YouTube, etc. Ou de faire du call mailing. En fait, on reste cross-platform et on commence à avoir un truc vraiment stable avec des grosses fondations qui vont nous permettre aussi de bâtir nos équipes et vraiment quelque chose de stable sur le long terme, quoi. Ouais, complètement. Pour ceux qui connaissent pas Webiflow, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots aujourd'hui? Qui vous accompagnez? Ouais. Tu l'as dit un peu de quelle façon vous accompagnez, mais aujourd'hui, voilà, quels sont les chiffres un peu de Webiflow Ouais. et qu'est-ce que vous prévoyez de faire par la suite? En termes de clients, je pense on a accompagné, je crois, un peu plus de 60 infopreneurs. Et on a majoritairement mis en place du système VSL et du webinaire. Donc ça, c'est les deux gros setups qu'on fait. Dernièrement, on a mis en place un système challenge qui a super bien marché parce que la cliente, sur le mois dernier, elle a fait 110 000 euros, tu vois. Ok. Elle s'appelle Hélène. Pour aller voir, on fera sûrement une case study. Et du coup, on a après des clients en gestion à la perf, des clients aussi où on va juste délivrer un setup. Ça, on en a beaucoup aussi parce qu'en fait, il y a eu pas mal de setups aussi qui étaient devenus obsolètes. Le client a quand même la capacité de gestion de son setup, mais il devient obsolète, tu vois. Ça fait 3 ans que c'est la même VSL, il sait pas trop quoi faire, il a envie de refaire son funnel et que ça redevienne performant sur le marché. Bah, nous, c'est ce qu'on fait, tu vois. On va refaire le copy et voilà. Et aussi, à noter, c'est que nous, on fait vraiment attention. En fait, on a un membre d'équipe qui est spécialisé sur chaque segment du funnel, enfin du funnel, de la délivrabilité. Notamment, donc, du coup, on a le copywriter, designer et monteur. Ce qui nous permet aussi d'avoir une qualité de production qui est quand même supérieure par rapport aux autres agences qui font la même chose que nous, tu vois. Mhm. On n'est pas sur du template, on n'utilise pas de chat GPT, surtout pour faire le copy de la vaisselle, tu vois. Les ads aussi sont très bien montés, etc. Donc, ça nous permet d'apporter en tout cas plus de résultats pour moi que les autres agences, tu vois. Ok. C'est ce qui nous différencie. Ok, très bien. Et en termes de chiffres aujourd'hui, est-ce que ça en est Webiflow? Au Biflo, on est. Je pense que sur le mois de juin, on va aller faire les 50. 50K par mois. Et là, sur le mois dernier, on a dû, en chiffre d'affaires, on a dû faire, je crois, 32 exactement. Ok. Comme ça. Ok, hyper intéressant. Donc là, le 50K, et après, c'est quoi la suite? Le but, c'est que tu continues à scale cette agence-là, ou Ouais. alors comment tu vois un peu la suite pour toi? Ouais. Au niveau du développement, alors on est encore en réflexion, tu vois. Peut-être qu'on aura une partie done with you, peut-être que plus de l'accompagnement. Mais je pense qu'on réussira à scaler. En tout cas, moi, je veux en tout cas 3-4 business où on est en equity dedans. Donc là, j'en ai déjà un où on a 20%. Après, j'aimerais bien avoir entre 20%, mais de 3-4 business qui tournent bien et où là, on déploie des équipes, etc. Et après, développer une branche Done with you, parce que là, on est en full Done for you. Ouais, le gars, il arrive et en 1 heure, enfin, ça demande 1 heure de son temps, quoi. Il y a juste à tourner les ads et la VSL. Et après, non, scale et peut-être avoir des équipes un peu plus autonomes, tu vois. Ok. Vraiment mettre de l'autonomie dans le business. Mais c'est un peu la vision. Et je pense que, enfin là, on sent qu'on a quand même craqué 2-3 trucs, tu vois, notamment sur l'acquisition. Tu sens quand tu as chopé un truc, et là, tu te dis, bon, c'est bon, on n'a plus qu'à pousser. Alors, il n'y aura aucun souci sur la Ouais. suite, quoi. Ouais, c'est clair. Je l'ai ressenti aussi il y a quelques semaines, ce fameux crack dans le truc et la petite brèche où tu Ouais, t'engouffres dedans à fond c'est insane. et tu te dis, ok, je pense qu'on a capté le truc et je pense qu'on va aller s'engouffrer dedans à mort. Parce que le truc, c'est ça, et je pense qu'on parle tous les deux du même crack, à mon avis, de la même brèche. C'est justement les ads et ce système qu'on applique pour nos propres agences et qui finalement nous permet d'aller droit au but finalement et de contrôler en fait toute notre acquisition, parce que c'est ça en fait le gros pouvoir. C'est, tu vois, tu vas spend 300-400 euros pour acquérir un client, et bon, si le client il te rapporte 4000-5000 euros, tu dis ok, là il y a quand même un truc intéressant. 10, ouais, c'est clair. Tu fais x10, x15 sur ton CA, et puis en fait après c'est une machine que tu érodes. À chaque fois que tu remets 400 balles, bah, tu vas reprendre un client, et du coup bah, tu sais très bien que si tu veux potentiellement doubler ton chiffre d'affaires, en fait tu as simplement besoin théoriquement, bien sûr il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais théoriquement tu aurais juste besoin de doubler ton budget publicitaire, ce qui fait que derrière bah, tu vas aller performer de telle manière. Et donc je pense qu'on a découvert un peu cette brèche là, et c'est marrant. Moi en fait à chaque fois je me pose la question, mais en fait pourquoi les agences finalement font pas de
font pas de pub en elles-mêmes, tu vois, parce qu'ils sont tous sur LinkedIn à se batailler là-dessus. Alors je dis pas que c'est un mauvais canal, parce qu'en soi, mine de rien, ça apporte des leads, ça apporte des résultats quand même, bien sûr. Mais alors qu'ils pourraient avoir un système qui est carrément automatique de l'autre côté, qui viendrait s'ajouter à déjà ce qu'ils ont déjà en place finalement. Ouais, juste en retargeting, ouais. Ouais, ça, juste en retargeting, ou même des campagnes à froid, tu vois, pas forcément de gros budget. S'ils ont 20-25 euros de budget par jour, en vrai, tu vois, tu peux déjà choper 1 ou 2 rendez-vous par jour sans trop de problèmes là-dessus. Ça dépend évidemment de ta qualité. Mais même si on part avec des chiffres pessimistes, tu bookes 4-5 calls ultra qualifiés dans la semaine sans avoir besoin de passer une seule minute de ton temps à aller prospecter, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est un système aujourd'hui qui est intéressant pour toutes les agences. Et c'est pour ça que je trouve qu'on a pris cette brèche-là et qu'on s'est dit, OK, on va là-dessus. Parce que mine de rien, t'as pas, une fois que le système tourne, une fois que tes équipes sont en place et que tes stats sont bonnes, t'as pas besoin de faire grand chose de plus, tu vois. C'est intéressant. Ça te permet de contrôler la croissance aussi. Mais ouais, non, mais même moi je pense déjà rien juste faire du retargeting sur ceux qui tournent beaucoup sur LinkedIn, tu vois, un pixel sur le site web, retargeting, ça book du call, tu vois, c'est sûr. C'est clair. Et, puis en plus... et c'est du call ultra quali par contre, tu vois, donc ça veut dire que même si book, tu vois, 2 calls par semaine sur le mois, ça peut être significatif sur un chiffre d'affaires, tu vois, parce que les taux de closing ils seront... Ouais, carrément. C'est tout bête, mais admettons, tu bookes 2 calls semaine, ça te fait 8 calls au mois. Sur ça, t'en bookes juste 3, t'as une offre à 5000 balles, tu fais déjà 15K. Ouais, c'est ça. Alors que t'as mis, peut-être, mis 400, 500 balles de pub, tu vois, sur retargeting. 100%. Donc, il y a des trucs hyper intéressants. Donc, tous ceux qui nous regardent, prenez le parti des ads. C'est là où vous allez avoir la brèche finalement, et surtout, vous allez pouvoir contrôler, même si, bon, on le fait tous les deux, hein, mais effectivement, LinkedIn, les réseaux, YouTube aussi, mine de rien, ça rapporte des bons profils. Donc, voilà, faut pas hésiter non plus, mais de manière générale, si vous souhaitez contrôler votre acquisition, moi ce que je vous recommande, c'est quand même passer par les ads, parce que mine de rien, c'est quand même vachement prédictible, et c'est quand même le gros avantage qu'on a par rapport à ça. Je voulais rebondir sur un truc aussi. On est tous les deux un peu fans de marketing, j'ai envie de dire. On a plutôt commencé par découvrir le marketing plutôt que par vouloir gagner de l'argent pur, et finalement on s'est un peu mis comme ça à fond dans la compétence en elle-même. Et histoire assez intéressante, c'est qu'on s'est retrouvés à Orlando en Floride ensemble il y a de ça quelques mois. C'était en octobre 2023 si je dis pas de bêtises. Ça fait 6 mois, 8 mois. Ouais, ça fait ça, 6-7 mois, 8 mois peut-être bien depuis. Et on s'est retrouvés là-bas. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit let's go, je prends le parti d'aller à Orlando. À Orlando. Pourquoi la vraie question, c'est pourquoi t'es allé là-bas en fait. Tu vois, qu'est-ce que t'attendais de cette conférence, et qu'est-ce que tu voulais voir là-bas, quoi. Déjà c'était un concours de circonstances, parce que à ce moment-là j'étais aussi en Colombie, donc j'étais juste à côté. Et je me suis dit en vrai c'est une occasion à pas louper, parce que toi aussi je crois que tu t'es formé avec Russell, toi. Ouais. Moi je me suis beaucoup formé avec Russell, avec Tougan aussi, mais c'était ce 3-là. Après d'autres formateurs, mais les 2 plus gros qui m'ont influencé, c'était Tougan et Russell. Russell d'ailleurs je pense qu'il est un des meilleurs marketeurs au monde. Enfin en tout cas c'était un des précurseurs du tunnel de vente, donc Petit aparté pour ceux qui connaissent pas, on parle de la conférence Funnel Hacking Live de Russell Brunson, donc le fondateur de ClickFunnels, qui l'on avait été. Ça avait duré 4 jours. Comme ça, moi, vous avez un petit peu de contexte sur ce qui s'est passé là-dessus. Donc, je te laisse continuer, Baptiste, mais petit aparté là-dessus. Et du coup, pourquoi là-bas? De 1, parce que j'étais à côté, et je pense de 2, c'était une occasion à pas louper par rapport en fait à ce qu'il fallait investir pour aller à cette conférence. Et ouais, c'était vraiment insane, hein. C'était incroyable. Après, je trouve que c'est vraiment un truc des US, américains. Ils donnent pas énormément de valeur, mais beaucoup en même temps, tu vois. Je sais pas, il y a un truc où tu restes sur ta faim, en fait. Ils sont très forts sur ça, pour tout ça à consommer, justement, leurs produits. Mais non, c'était vraiment intéressant. En tout cas, moi, ça m'a cassé pas mal de barrières, cette conférence. Les stratégies étaient assez folles aussi, notamment sur la partie publicitaire et la partie back-end aussi en offre. Mais ouais, je sais pas, t'en as pensé quoi, toi? Moi, j'ai trouvé ça en effet assez intéressant, dans le sens où effectivement ça te met une énorme claque. Parce qu'en fait, on était quand même, tu fais le calcul, dans la salle, on devait être peut-être 10-15 Français max sur 5000 personnes, tu vois. Donc il n'y avait pas beaucoup de Français en vrai quand ils pensent, et on a eu la chance de pouvoir bénéficier de tout ça. Mais effectivement, comme tu dis, en fait, tu restes un peu sur ta faim, mais en même temps, tu as énormément appris, et ça vaut plus que plein de formations que tu paierais 5-10 000 euros, tu vois. Donc, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et surtout, moi, j'ai trouvé ça hyper intense. C'est-à-dire que tu vois, on a fait 4 jours
Si je dis pas de bêtises, c'était 8h, quasiment 20h, 21h le soir. Full sur ça, tu vois. On avait des petits breaks, enfin, des petits breaks, même pas, tu vois. C'était juste la pause du midi et c'était Non, tout. Mais ouais, c'était intense. C'était intense, mais après, je pense que c'est bien de. C'était un bon rythme, tu vois. Mais ouais, ouais, très intense. Et après, en vrai, ce qu'il y a, c'est que ouais, on a appris pas mal de stratégies, mais ça casse vraiment des barrières, tu vois. Enfin, quand on voit les mecs défiler, en fait, tous un trophée à 1 million, ça, c'est quand même assez ouf. Ouais. Et donc, non, je pense que ça montre beaucoup de choses et comme quoi c'est possible, en fait, d'aller chercher des gros résultats sans être hors norme, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens de la scène où on avait vécu tous les deux, on s'était sentis un peu cons. Où on était tous les deux assis à côté et en fait c'était notamment le moment de la remise des trophées ClickFunnels, donc pour minimum 1 million d'euros, et ça allait beaucoup plus, je crois. D'ailleurs, il y a un mec, non, il a pris 30, non, c'était non, il y en 10. avait un qui avait 88, gros. Ah ouais, 80. 88 millions en 1 an et demi, je crois, il avait fini. Enfin, c'était Ouais, abusé. Le mec, il avait genre la vingtaine, tu vois, les 24, 25 ans, une connerie comme ça. C'est dommage, par contre, ils disent pas ce qu'ils font, tu vois. C'était assez dommage, je trouve, là-dessus. Mais pour revenir à la petite anecdote un peu marrante dont je me souviens, c'était, on était tous les deux assis à côté et c'était au moment de la remise des trophées. Et en face de nous, il y avait personne sur la rangée de devant. Ou si, il y avait deux, trois mecs. Derrière, il y avait personne non plus. Tu regardais sur la gauche, il y avait personne. Tu regardais sur la droite, il y avait personne non plus. Ouais. Et là, on s'est senti con. On s'est dit, putain, en fait, t'as les trois quarts de la salle, si ce n'est plus, tu vois, qui vont chercher leur trophée. Et toi, t'es assis là, tu regardes les mecs avec leur trophée. Mais ils font exprès, tu vois. Ça te met une sorte de hype. Et je m'en souviens, on s'était regardé, on était sortis de la salle. Après, on était en mode dégoûté. On était en mode, putain, les mecs, ils vont chercher leur trophée, tu vois. Et nous, on l'a pas encore. Et je pense que c'est aussi, ça donne une espèce de niaque que les Américains savent bien faire pour le coup, parce que ils sont très forts dans cet aspect-là de faire en sorte que du coup tu puisses rester, comprendre pourquoi tu étais là et pourquoi tu vas aller chercher tes petits de résultats. Ouais. Et ils font souvent cet aspect-là de se dire bah tiens, regarde ce que les autres ont et regarde ce que t'as pas encore. Et ils sont très bons pour ça, je trouve. Donc ouais, ça avait été sympa. C'était cool, ouais. Et puis, il y avait une phrase qui m'avait marqué, c'était You're just funnel. Non, You're just one funnel away. Ouais. C'était assez ouf, ça. C'était un funnel tout changé, en gros. Mais ouais, non, c'était cool, mais ça casse pas mal de barrières, je crois. En fait, quand tu te rends compte, je sais pas comment tu penses sur ces trucs-là, mais moi, je me dis, s'il y en a un qui a réussi à le faire, c'est que je peux le faire aussi, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, d'en voir défiler à l'appel, et en plus, tu regardes, tu te dis, ah ouais, t'as fait ça, toi. Et je pense, ouais, c'est des bons exemples pour casser des bonnes croyances limitantes, tu vois. Ouais. Moi, il y avait un truc, une anecdote qui m'avait marqué sur cette conférence. C'est notamment le fait qu'il y avait un mec, souviens-toi, qui avait fait des millions et des millions de dollars alors qu'il vendait des formations pour devenir DJ de mariage. Tu te souviens de ça ou pas? Ouais, je m'en souviens. Et il avait un groupe payant aussi, je crois. Ouais, il a un groupe payant, il vendait des formations pour devenir DJ de mariage et le mec, il a fait des millions et des millions. Donc maintenant, ça me fait un peu rigoler, tu vois, tous les mecs qui disent ouais, je peux pas aller sur le marché des agences immobilières, ce genre de trucs, tu vois, alors qu'il y a des mecs sont des DJ de mariage et ils se font des millions, tu vois. Après, c'est pas le même marché, bien sûr, tu vois, on n'a pas la même. Le marché US est beaucoup plus gros, le marché anglophone de manière générale est beaucoup plus gros, donc évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer quelques juste centaines de milliers, voire quelques millions en quelques années, tu vois, ça me semble pas du tout impossible sur ça, donc en vrai, c'est un peu la vision que j'en ai là-dessus, quoi. Ah ouais, 100%. Tu veux enchaîner sur d'autres choses? Ouais, carrément, on peut parler voyage, je sais que tu as été en Colombie pendant un bon moment. Ouais. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Colombie finalement? Alors, la Colombie. Colombie, c'était après Bali. Je pense qu'on en avait marre de Bali, tu vois. On arrivait à saturation. Et on savait qu'on n'allait pas péter les plafonds qu'on voulait péter en étant à Bali. Donc, on s'est dit, ok, bon, on va partir en Colombie. Colombie, on connaît personne. C'est-à-dire, on avait zéro pote là-bas. Très peu d'occasions de sortir, faire la fête. Enfin, on était deux, un pays, on connaissait personne, pas de réseau, rien. Et ce qui était très bien parce que on s'est retrouvé dans un environnement où en fait on a réussi à bien bosser. Qualité de vie incroyable, air. Par rapport aux a priori d'ailleurs, la Colombie ça reste très safe, hein. Ça dépend où vous allez évidemment, mais bon, par rapport à la France, tu vois. On pourra développer ce sujet là On va d'ailleurs. développer si tu veux, mais moi je me suis senti plus safe en Colombie qu'en France, quoi. Et du coup, air incroyable, la food pareil, très bon. Ce qui en fait nous a permis vraiment de nous mettre dans une bulle, si tu veux. Et là, on a tout pété, quoi. Et donc voilà pourquoi la Colombie.
pourquoi la Colombie? Et on voulait le faire de toute façon parce qu'on cherchait un endroit où se poser. Donc ça n'a pas été la Colombie, mais on voulait tester avant de se dire, ok, est-ce qu'on retourne en Asie? Est-ce qu'on reste en Amérique du Sud? Ou est-ce qu'on part ailleurs, tu vois? Ouais. Mais, ouais, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais ouais, avec Adriano, en fait, qui est mon associé, du coup, on a fait du coup Colombie et après on est revenu sur Bangkok. Moi, je suis passé en Espagne aussi, mais ouais, très intéressant la Colombie. Ça apprend Ouais. beaucoup de choses. Et en fait, tu te rends compte, alors c'est une autre sorte de pauvreté que par rapport à Bali, tu vois. C'est quand Ok. même, il y a quand même des endroits très précaires en Colombie. Euh, et c'est différent. C'est quand même assez différent et c'est une autre vibe. Je pense que ça a testé, mais pas en premier voyage, tu vois. Ok. Premier voyage, moi, je ne conseille pas du tout l'Amérique du Sud, surtout si vous êtes solo ou deux. Ouais, faut faire gaffe quand même. Faire gaffe, Ouais. quoi. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des clichés justement sur l'Amérique du Sud, etc. Et alors certains clichés sont vrais, bien sûr, mais de manière générale, tu vois, moi le premier voyage que j'ai fait, c'était au Mexique notamment. Ouais. Bon là, j'ai plein d'anecdotes sur ça, mais effectivement, il y a pas mal de choses qui sont vraies sur les clichés, genre le fait que des fois, c'est pas hyper safe, voilà, des fois tu te sens quand même un peu, même t'as fait le Mexique aussi, donc tu vois de quoi je J'ai parle. fait aussi. Il y a des endroits où tu dis, ah, c'est un peu chaud, tu vois. Et t'as d'autres endroits, par contre, tu dis, attends, mais c'est très loin de ce que j'avais comme cliché, etc. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui restent en France pas mal, ils se rendent pas compte de ce qui se fait ailleurs. Et je sais que t'es anti-retour en France pendant un bon moment. Ouais, je pense, ouais. Comment tu vois les choses d'ailleurs sur la suite là, de la France? Pourquoi aujourd'hui tu as décidé de pas y vivre? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'es dit, vas-y, je rentre pas, ou du moins pas tout de suite? Ouais, Comment tu vois pas les tout de choses? suite. Bah, en fait, ouais, en fait, la France a quand même beaucoup à offrir, mais elle te prend beaucoup en retour, tu vois. Ouais. Donc, c'est déjà le premier point, en fait. C'est vrai que la culture est incroyable, la food est incroyable. Mais c'est vrai que déjà, l'imposition, c'est quand même quelque chose qui est confiscatoire, tu vois. En fait, pour moi, à l'heure actuelle, surtout si tu te développes sur le web, c'est impossible si tu es fisqué en France d'être compétitif sur le long terme, tu vois. Ouais. C'est impossible. Même si tu fais tes optimisations, tes machins, tes trucs, mais... Mhm. Ouais, complètement. Et puis en plus, si tu regardes si on prend deux cas typiquement entre une agence qui fait 30 000 euros en France et une agence qui fait 30 000 euros à Dubaï ou dans un pays fiscalement optimisé, Ouais. bah t'as pas photo. Le mec en France, déjà, il y a 60% de son chiffre d'affaires qui va Ouais. partir dans les impôts. Ça te fait quoi? Ça fait quoi? Entre 15 et 17 000 euros qui va directement partir dans les Ouais. impôts. À la fin, le problème, c'est qu'à Dubaï, bah, c'est 15-17 000 euros qui peuvent être investis hyper vite. Donc, si Ouais, tu fais dans le une calcul à team ou un truc l'année, comme ça, ouais, c'est ouais. ça, dans une team, dans des process, dans peu importe ce qu'ils mettent Ouais. en place. En fait, à la fin, les mecs qui sont optimisés fiscalement, en fait, ils dégomment une agence française, en fait, dans tous les cas. Ouais, Et c'est d'ailleurs, il y a sûr. la grosse. Tu as déjà dû sans doute en entendre parler, mais la plupart des gens qui restent en France, ils disent oui, mais moi je cherche la valorisation, etc. Ah, une agence, ça se revend pas, ouais. C'est difficile à revendre, Ouais, tu vois. Tu peux c'est revendre les quasiment process, impossible. tu peux revendre ce qu'il y a à l'intérieur, mais de manière générale, c'est pas parce que tu es en France que tu vas pouvoir la revendre plus facilement. Au contraire, est-ce que ça intéresse vraiment des investisseurs de racheter une agence française où déjà tu te fais dégommer à 60% par les impôts sur ça? Pas Mm. sûr, tu vois. Après avoir, évidemment, il y a plein de. On Ouais, pourrait il y a toujours trouver toujours, le contre-exemple, bien ouais, sûr, c'est mais. ça, il y a toujours une exception. Mais non, en fait, ouais, déjà une agence, ouais, très, très dur à revendre, hein. On a très peu qui arrivent à faire des bons exits. Toujours hein, une exception, mais bon, c'est euh, c'est pas la vision. Je pense qu'il faut mieux maximiser les profits pour après aller soit sur d'autres business, soit, mais pas se faire, euh, pas se faire voler, tu vois. Et donc, ouais. Et après, effectivement, la sécurité en France, elle est vraiment au plus bas, tu vois. Mm, Pour avoir fait quand même beaucoup de pays, je crois que je suis une vingtaine, tu vois. On a quand même. En fait, dans les campagnes, ça va pour moi. Campagne, t'es très très bien. Et quoique maintenant, c'est en train de changer. Mais c'est vrai que dans les villes, moi, je l'ai vu juste avant de partir en France, tu vois. Je prenais les 4 dernières années où j'étais en France, en fait. Enfin, avant de partir. Tu sentais la dégradation, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment pas ouf. Surtout un pays comme ça aussi développé, tu vois. Donc ouais, voilà pourquoi, tu vois. Mm. Ouais. Moi, Mais après, je rentre quand même, tu vois, en France de manière régulière pour voir ma Ouais. famille et tout. Mais pour l'instant, ça veut que c'est pas la vision. Et puis c'est vrai que rester en France aussi, moi, je me sens pas très bien sur le long terme, tu vois. Genre où ça me plombe le moral. Je réfléchis pas. Niveau business, souvent, c'est pas là où ça roule le mieux. Donc ouais, voilà. Ok. Ouais, tout ça, tu Non, en vrai, c'est clair, tu vois, et
j'ai un peu la même vision que toi. J'ai vu un peu cette dégradation. Alors, même si on vient tous les deux un peu de la campagne, tu vois. Mm. Toi, à côté de Caen, moi, à côté de Tours. On dit Caen et Tours parce que c'est plus simple hein, à comprendre. Même pour vous, Ouais, on est quand même un peu plus loin, tu vois. c'est ouf. Là-dessus. Et moi, j'ai vu, tu vois, la sécurité qui aussi se dégrade, la fiscalité qui fait que d'augmenter. Tu vois, ouais, ça devient un vrai bordel pour développer des boîtes. Mm. Et quand tu fais le parallèle, en fait, par rapport à ce que d'autres pays ont à t'offrir, en fait, tu te dis, attends, le choix et pas vite fait, parce que mine de rien, tu vois, on est quand même attaché à la France, c'est quand même beaucoup Ouais, d'avantages, c'est quand même notre pays natal, bon voilà. Mais à un moment donné, tu fais aussi le calcul, tu dis, ok, est-ce que c'est intéressant quand même que je reste en France ou non? Personnellement, on a fait le choix de ne pas ouais. rester. Ouais, on voit très clairement la différence entre ceux qui restent et ceux qui partent. Ceux qui partent, en fait, tu les reprends un an après qu'ils soient partis. Alors, business, il est à un tout autre niveau, hein, il n'y a pas photo souvent. Ouais. Ouais, et puis leur bien-être, tout en fait. Ouais, Ouais. c'est clair, Le reste, t'as moyen de vraiment. Même tu fais beaucoup de rencontres, tu vois. Mine de rien, si on ouais, serait resté, juste pense 2 secondes à si on serait resté d'où on vient, dans notre petit village ouais. de campagne, bah, t'as personne, tu rencontres personne, tu vois. Les C'est seuls impossible. entrepreneurs qui sont là-bas, c'est des électriciens, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Tu peux pas voir ça. Et après, c'est quand même, comme je dis, c'est quand même assez spécial parce que mine de rien, c'est quand même ton pays natal, tu vois. Et moi, personnellement, je pense qu'un jour, je rentrerai, ou du moins pour quelques années, tu vois, quand la situation aura changé, quand ça sera plus la même chose. Parce que Mm. pour le moment, en vrai, je me sens pas très bien comme toi. Quand je suis en France, tu vois, bon, c'est cool de voir la famille, c'est cool de voir tout ça, mais tu vas Ouais, quelques c'est ça, semaines mais dans c'est pour l'année, ça, hein, quelques semaines, deux c'est fois ça. par an, et c'est très bien. Puis C'est clair. après, tu vois, privilégier les moments de qualité, c'est plus important, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, Et d'ailleurs, je préfère ça, tu vois, c'est tout bête. Il y a ma mère et ma soeur qui sont venues il y a quelques mois maintenant en Thaïlande. En fait, tu passes de bien meilleurs moments quand tu es là en train de visiter, que tu fais vraiment quelque chose, que ouais, tu passes des vrais moments de qualité, comme tu disais, plutôt que de finalement aller en France et retourner un peu dans la routine que tu avais avant. Tu bosses mal parce que tu n'es pas dans les bonnes conditions, tu vois, ouais, c'est ce genre ça, de trucs. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Donc, ouais. je te rejoins là-dessus, complètement. Euh, T'avais fait d'autres pays un peu aux alentours en Europe? T'as bougé un peu en Europe? Ouais, je fais Espagne, quasiment toute l'Europe. Alors, il y a juste l'Europe de l'Est que j'ai pas fait, Mhm. que j'aimerais bien faire d'ailleurs. Mais Pour quelle raison, Baptiste? Tu m'aimes bien en Europe de l'Est? pour la culture. Euh, non, en vrai, non, c'est les seuls pays. Bah, de toute façon, t'as les trois grands, hein. Enfin, après, il y a l'Afrique du Sud que j'aimerais faire, mais après, t'as Asie, Amérique du Sud Mais Europe. et Europe de l'Est. Mhm. Bah, Europe et Europe de l'Est. Et c'est les prochains que j'aimerais faire. Après, quand, je sais pas. Mais ouais, j'ai fait pas mal de pays. J'ai fait Espagne, Mexique, j'ai fait le Portugal, j'ai fait la Colombie. L'Asie, je fais pas mal. J'ai fait Malaisie. Donc, en Asie, je crois qu'il y a juste les Philippines, j'ai pas fait. Et le Laos. Ouais. Là où Sinon, c'est sympa, hein, j'ai bien kiffé, hein, franchement. ok. Si t'as l'occasion, hésite pas. Ouais. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le sujet des agences, etc., qu'on partage deux, trois trucs là-dessus. Je sais que tu avais bien galéré à une problématique que tu avais rencontrée, on en avait parlé. Nous, pour ceux qui savent pas, on fait souvent des petits repas avec Bat où Ouais. on discute surtout business, etc. Quoique pas que business d'ailleurs. Euh, Heureusement. et je me souviens, tu galérais sur ta partie recrutement. C'est une phase Ouais. que as eu du mal. Voilà, soit tu tombais sur des profils qui étaient pas intéressants, soit sur les mecs qui étaient trop bons, mais du coup ils allaient dans d'autres agences. Voilà, comment t'as vécu le truc là-dessus et surtout comment t'as réussi Ouais, à stopper cette problématique quoi. c'est pas évident, hein. Le recrutement, c'est une vraie compétence qui s'apprend. C'est pour ça que tu as des boîtes de recrutement aussi. Maintenant, avec conseils que je pourrais donner, alors moi, c'est beaucoup de feeling, mais pour pas perdre de temps, en fait, dans mon process, déjà, je demande un loom, tu vois, vidéo, où la personne se présente, tu vois. Et si je vois que c'est pas quali, enfin, que c'est fait n'importe comment à l'arrache, bon, bah, tu vois, ça va pas au plus loin, en fait. Euh, et après, trouver des talents, c'est compliqué, mais ça se trouve encore. Faut juste les chercher au bon endroit. Euh, donc, chercher au bon endroit, tu vois. Ouais, c'est clair. Après, faire un funnel, pourquoi pas, pour recruter, mais ça va être très loin à analyser, tu vois. Euh, mais niveau recrutement, moi, je dirais ça. Et c'est beaucoup de feeling, hein. Beaucoup Mhm. de feeling. Et après, bah, si vous recrutez en fait sur des choses que vous maîtrisez, c'est plus facile de checker que le gars fait bien son taf. Après, nous, on a eu beaucoup de chance sur les premiers recrutements. Malheureusement, bah, du coup, notre premier copywriter n'était pas resté. Mais on a réussi à retrouver d'autres personnes et augmenter la team comme ça, enfin développer la team comme ça, tu vois. Mhm. Donc ouais, je dirais c'est beaucoup de feeling et checker en fait ce que le gars a fait et le Ouais. tester, tu vois. Et moi, je fonctionne beaucoup aussi en période d'essai. Ça, je prends pas trop de risques. Je fais Mhm. une semaine.
Si pendant la semaine ça le fait pas, suivant. Ouais. Et puis voilà, Ok. tout simplement. Et après, niveau management, c'est encore autre chose. Mais Ouais, c'est clair. J'ai un peu le même process que toi sur le recrutement, c'est-à-dire que souvent je mets soit je fais des ads direct qui ouais. redirigent vers un formulaire, etc. Ça me permet d'avoir quand même pas mal de volume, mais du coup ça me Mm. permet de retrier derrière. Mais souvent là où c'est le plus quali, où j'arrive à avoir les meilleurs profils, c'est quand ça vient des réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Ouais, Insta. réseau, tout. Ouais, ça, ou même Ouais. tu partages avec quelques potes, ils ont souvent des contacts intéressants là-dessus. Pareil, même process, ils ont un questionnaire, toutes les questions à répondre. S'il y en a qui répond à côté de la plaque ou qui répond pas, c'est mort Mm. direct, tu vois. Ouais. Et pareil, petite vidéo loom à la fin. Et comme toi, si je vois que le mec il est pas dans des conditions optimales, etc., je donne forcément pas suite derrière sur ça. Mais effectivement, c'est compliqué. En fait, moi, j'ai jamais eu de problème sur le recrutement des personnes en interne pur. C'est-à-dire, typiquement, mon bras droit, chargé de projet, etc., les personnes qui bossent vraiment au quotidien avec moi de manière générale. Mm. Là où j'ai le plus eu du mal, c'est sur les agences externes qui bossent avec moi, tu vois, typiquement sur la création de contenu, du setting externe, etc. C'est là où j'ai eu le plus de mal parce que, en fait, souvent, c'est le genre d'agence qui te promettent un peu monts et merveilles, etc. Mais derrière, en fait, sur ce qui se passe réellement, bah, c'est pas le même, c'est Mm. pas la réalité. Et Mm. bon, pas de chance pour eux, c'est que nous, on connaît quand même les process et comment ça Ouais. fonctionne. Et donc, on se rend bien compte si c'est pas quali à ce niveau-là. Et le problème, c'est de s'assurer de switcher relativement rapidement. Et en plus, la problématique que j'ai, moi, personnellement, à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, ces gars-là, tu les payes quand même assez cher Mm. pour finalement quelque chose qui est pas, selon moi, à la hauteur de ce qu'ils pourraient faire. Il y a plein de choses comme ça, hein, les ghostwriters, ce genre de compétences. Et donc là, je suis en train de voir pour internaliser plutôt Ouais, je pense, quelqu'un, tu vois, genre full-time, qui fait partie intégrante de la team, qui bosse pas pour le compte d'une autre agence, qui bosse vraiment pour notre compte. Et finalement, je pense qu'à la fin, c'est beaucoup plus efficace, ils comprennent beaucoup mieux les enjeux, ils comprennent beaucoup mieux ce qui se passe. Et forcément, bah, derrière, je pense qu'ils sont quand même beaucoup plus productifs derrière, quoi. Ouais, 100% d'accord. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est d'internaliser en fait, et de même le déployer en fait sur d'autres compétences, tu vois. Typiquement, en fait, ton ghostwriter, en gros, tu pourrais même limite un peu le mettre sur certaines parties de la daily pour qu'en fait, il ait son fil conducteur, tu vois, sur Mhm. toute la trame, tu vois. Et qu'il ait assez de compétences pour écrire des posts pertinents et, euh, Ouais. et pouvoir faire du contenu en fait qui vont vraiment attirer, qui vont viser juste, quoi. Complètement. Et effectivement, d'ailleurs, selon moi, c'est l'erreur que j'avais faite, justement. C'est que selon moi, ils doivent comprendre comment ça se passe sur la délivrabilité pour être en capacité, justement, de pouvoir gérer sur le front. Parce que 100%. forcément, si derrière, ils parlent d'un truc et derrière, c'est pas du tout ce qui se passe, ça crée une sorte de gros décalage, c'est pas bon et ça a pas fonctionné, tu vois. Donc, ouais, je te rejoins à 100% là-dessus. Effectivement, il y a plutôt tout intérêt à faire en sorte qu'ils comprennent aussi comment ça se passe sur la délivrabilité. C'est pour ça que chaque personne qui rentre dans mon process, chaque personne qui rentre dans la boîte, dans la team, que ce soit le chargé de projet, etc., ils sont obligés de regarder les replays de coaching, de regarder ce qu'on fait avec les clients, etc. Comme ça, ils comprennent vraiment la façon dont on délivre nos clients et forcément, pour eux, ils comprennent aussi la vision, etc. Parce que mine de rien, c'est important, tu vois, quand tu commences à avoir des teams, bah, t'es obligé de t'assurer qu'ils comprennent l'enjeu et qu'ils comprennent la vision que tu veux donner. Parce que si les mecs ils font un truc complètement à l'opposé de ce que tu as envie de faire, bah, ça fait un gros décalage et forcément ça convertit pas autant que ça devrait. Donc ouais, c'est un peu la vision que je partage là-dessus. Je pense que tu la partages aussi, quoique. Comment est ton point de vue là-dessus? Je pense que c'est important en fait, alors moi c'est une erreur que j'avais fait. C'est en fait dès que vous pouvez, documenter un process, faites-le quoi, tu vois? Ça vous fait gagner un temps fou et ça permet vraiment d'éduquer votre team et de déployer après ce qu'on appelle les SOP, je crois que c'est ça? Ouais, SOP. Ouais, SOP et heu et donc ouais, vraiment documenter à fond, faites des mind maps, expliquez vos process en fait, vous allez gagner un temps fou, sur après en fait, plus vous allez recruter, bah, plus ça va être facile parce que vous avez déjà tout construit, quoi. Carrément. Et là, souvent les gens ils pensent que le CEO c'est la personne qui va devoir faire des calls toute la journée avec les personnes, voilà, Mmh. mettre les mains un peu dans le cambouis, tu vois, gérer tout le truc. Mais en fait, le seul rôle du CEO quand tu commences à avoir une agence qui tourne bien, c'est de toujours garder la vision et s'assurer que les choses sont faites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, au stade où on en est, je pense que c'est pas nécessaire du moins c'est mon point de vue, qu'aujourd'hui tu répondes à chacun des clients individuellement, que tu fasses chacune, je sais pas, que tu rappelles les leads qui s'inscrivent à ta publicité. Non, tu vois, on doit se concentrer à l'heure actuelle sur des tâches qui vont avoir un gros effet de levier. Et moi, je parle souvent de ça. Si aujourd'hui on se concentre sur ce qui va apporter un vrai effet de levier, ce qui va vraiment apporter du résultat parce que tu fais une action spécifique, donc là, souvent, ça va aller scaler, tu vois. Et Ouais, 100%. j'ai souvent l'image aussi, j'en parle régulièrement,
qu'une agence, c'est comme un bateau un peu, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi, tu as un bateau, mais si tu es tout seul, tu pas besoin d'autres personnes qui gèrent le bateau. Souvent, tu as une petite barque, bah forcément, quand je dis petite barque, en fait, tu vois, c'est petit business, en fait, quand tu compares. Mais si tu commences à avoir un gros bateau, donc un gros business, une grosse agence, bah déjà, tout seul, ça marche pas. Et surtout que si tu es en même temps en train d'avoir le gouvernail, et en même temps de lisser les voiles, c'est compliqué, tu vois, tu vas pas pouvoir avancer. Ouais. Donc en fait, les teams, ils sont essentiels dans le process de manière générale, parce que c'est eux en fait qui vont amplifier les actions que tu as envie de donner, tu vois. Et s'ils n'ont pas la bonne direction dès le départ, ça va être compliqué, quoi. Ouais, 100%. 100%. Et puis je pense que c'est important aussi de trouver des personnes qui ont une capacité d'adaptabilité, tu sais, assez importante. Notamment, moi, c'est ce que j'ai fait avec mon copywriter, où maintenant, il est capable aussi de faire les intégrations, par exemple. En fait, les intégrations, c'était moi qui les faisais avant, tu vois. Ok. Mais en fait, si j'en fais 10 dans la journée, tu vois, ça me prend un temps fou, quoi, tu vois. Mm. Donc ouais, donner de l'autonomie, je pense, et de la responsabilité sur Ouais. chaque personne, c'est aussi important, tu vois. En particulier au début, tu vois, c'est marrant parce que j'ai eu un call hier avec un gars qui me disait que sa plus grosse problématique, c'était de délivrer parce qu'il n'était pas encore staffé. C'était sa grosse problématique. Et quand tu cherches un peu plus dans le business, en fait, il est en train de se concentrer sur staffer son équipe alors qu'il n'a pas encore de clients qui Ouais, tournent régulièrement. ouais. Et c'est selon moi une grosse erreur, tu vois, parce que si t'as pas de taf à donner à ta team, quelle est la raison pour laquelle ils vont rester? Aucune. Ouais, c'est sûr. Et donc forcément, c'est toujours cette grosse balance. Et moi, personnellement, ma vision, c'est aller comme un porc sur l'acquisition, rentrer du client Hum, et m'adapter en fonction du flux que j'obtiens. Et c'est comme ça, en fait, tu peux staffer en ouais. fonction de la demande que tu as aussi. C'est ça qui est intéressant. Et je te rejoins sur le fait que tu disais, tu parlais notamment du fait qu'il voilà, il fallait avoir créé les SOAP, voilà, créer les process derrière. En fait, c'est à ce Hum. moment-là où tu les intègres. Parce que quand tu les fais en amont, bah, après, toutes les personnes qui vont rejoindre, ils ont déjà leur process par rapport à ça. Et forcément, ça va beaucoup plus vite. Ouais, 100%. Mais, euh, mais ouais. Ouais. On est tous d'accord. C'est vraiment parce qu'on a la même Ouais, vision là-dessus, tu vois. Donc, c'est 100%. cool. Et on a développé nos business aussi un peu de la même façon. C'est-à-dire que, euh, typiquement, toi, t'as pris le créneau du Done for You. Je pense qu'on peut en parler d'ailleurs. Et moi, j'ai pris le Ouais, créneau du Done with You. Même si j'ai fait longtemps de Done for You, tu vois, j'en ai fait quand même pendant quelques années. J'ai switché pour plein de raisons. D'ailleurs, j'en partage. Enfin, je parle de ça sur ma chaîne YouTube de manière générale. Mais pourquoi aller all-in sur le Done for You au moment, même si j'ai l'impression que tu veux passer par la suite sur le Done with You. ouais, peut-être, je sais pas. En fait, pour moi, done for you, c'est vraiment aussi m'assurer d'apporter un max de résultats, tu vois. Mhm. Fait qu'en fait, il y a aucune zone d'ombre sur ce qu'on va mettre en place, parce qu'on gère tout de A à Z, quoi. Mhm. Et ça, bah, avoir le contrôle là-dessus, ça permet que, en fait, le client, si tu veux, ne divague pas ou fasse un truc qui va pas être cohérent avec le reste et il obtienne pas de résultat. Donc principalement pour ça, hein, Done for you, pardon. Done for you. Principalement pour cette raison, parce que en fait, on veut absolument maîtriser chaque point et les checker et que tout soit OK. Mais après, je pense qu'on pourrait obtenir ce niveau de qualité en Done with you. C'est juste que ça demanderait en fait énormément de création de support en fait pour moi, tu vois. Ouais, ouais. Et là, j'ai pas le temps de le faire pour le moment. Mais peut-être que ça viendra. Sur des offres peut-être un peu moins chères. Je sais pas. Mhm. Mais c'est un peu moins, c'est plus dur à scaler par contre, tu vois, ça c'est sûr. Ouais, sur le Done for You, en fait, c'est ça, le Done for You, c'est un gros avantage parce qu'effectivement, tu contrôles toute la chaîne de production en soi. Mais Ouais. effectivement, c'est difficile de scaler. Moi, j'ai fait le parti Done with You parce que du coup, forcément, et comme tu dis, ça demande des supports au départ. Et si t'as pas ces supports, ça scale pas et Mm. tes clients n'ont pas de résultat. En revanche, si tu as tous ces supports, que tu as créé la team qui est capable de gérer cette implémentation-là, bah, du coup, tu as ce combo un peu gagnant où les clients ont quand même du résultat. Et voire même d'ailleurs, ils sont hyper autonomes, mais souvent d'ailleurs, ils ont des résultats, peut-être, enfin souvent d'ailleurs plus gros parce qu'ils maîtrisent le process. Et Mm. derrière, tu as aussi cette scalabilité que tu peux intégrer dans ton propre business, ce qui te permet souvent d'aller chercher beaucoup plus là-dessus. Ouais, Donc, ouais, 100%. les deux modèles sont intéressants. Après, on en revient toujours à la même chose, mais si en soi tu fais du done for you pure classique sur des trucs que tout le monde fait, genre juste Presta Media Buying en done for you, bah t'es comme 90% des gens, tu fais la même Ouais, chose ouais. qu'eux et voilà, tu peux pas trop te différencier. Mm. Là, vous, le parti que vous avez pris, c'est que finalement vous faites toute l'implémentation de A à Z Ouais, on fait tout. Ouais. par en modèle done for you, donc finalement c'est ce qui fait aussi que vous êtes différenciant parce que t'as plein d'agences qui vont faire juste du tunnel, qui vont faire juste du media buying, juste du Ouais. mail. Ouais, 100%. Et puis en fait, c'est quand même assez. C'est un service qui est quand même très apprécié par le client, tu vois aussi. Mhm. Parce qu'en vrai, le client, il a pas à gérer un copy, il a pas à gérer un monteur, il a pas à gérer un designer, il a pas à gérer un funnel builder.
ni le copywriter. Et en fait, tu te dis même niveau rapport qualité-prix, je pense, s'ils prenaient chacun des différents talents qu'il y a besoin pour faire le funnel, Mm. je pense que ça leur reviendrait beaucoup plus cher que ce qu'on leur vend. C'est pour ça qu'on va sûrement augmenter nos prix d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, je pense que... Et en fait, ils n'ont pas les compétences, tu vois. Mhm. Très peu de personnes ont les compétences de faire une vidéo bien carrée, de la monter. Enfin, c'est impossible, tu vois, de Ouais. sortir quelque chose de carré, surtout avec la concurrence qu'il y a à l'heure actuelle, tu vois. Ouais. T'es obligé de... C'est vrai que la concurrence devient de plus en plus forte en plus. Ouais. Tu le vois. Après, moi j'ai toujours un peu mon avis là-dessus. Je dis souvent la concurrence devient de plus en plus forte, mais en réalité, t'en as que quelques-uns vraiment qui sortent un peu du lot. Ouais, et puis La le marché plupart, grossit voilà. aussi, hein. S'il y a de la concurrence, c'est que le marché grossit, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, je suis carrément d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic finalement sur. Déclic de lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Ah, t'as une bonne anecdote en plus là-dessus, je la connais, mais je Ouais, pense qu'il y en a plein d'autres c'est qui vrai que c'est voudraient une bonne écouter. anecdote. Mais donc moi, je m'étais pas mal formé aussi, comme j'ai dit au début du podcast, marketing, Tougan, livres, etc. En fait, j'étais jamais passé à l'action. Et en fait, il faut savoir qu'avant, moi, j'étais paysagiste, tu vois. Donc très simple, alors j'avais fait une école pour faire les plans et tout. Je voulais devenir chef de chantier, quoi que ce soit. Et en fait, dernière année, j'ai fait une spécialisation maçonnerie. Et là, ça a été le déclic pour moi. Où en fait, je me suis retrouvé sur le terrain. Et là, je gagnais, je crois, 1100 balles ou 1200 balles tu vois, par mois, qui était en apprentissage. Donc, on avait 3 semaines en entreprise, 15 jours à l'école. Je crois que c'était ça. Et là, à un moment, je déclic complet, tu vois. Mhm. Je vois mon collègue, il avait, je crois, 35, 36 ans, je crois. Il en faisait pas loin de 50, épaules en vrac, situation financière instable. Putain, et là, je me dis, putain, ça sent le piège, toute cette Ouais, histoire, tu ouais, vois. ouais. Et là, je me suis dit, ok, bon, on va trouver une solution. Et ce que j'ai fait, c'est que, bon, je conseille pas forcément aux personnes de faire ça, mais j'ai brûlé les bateaux. En fait, j'avais plus aucune solution de repli. Donc, en gros, à la fin de cette année-là d'apprentissage, on m'a proposé un CDI, un poste, un machin. Moi, j'ai dit non. Du coup, j'avais le droit à rien, quoi. Et du coup, j'ai dû aller chercher les sous, quoi. Et ce qui fait qu'en fait, en 3 mois, je crois que moi, je faisais 3 4 mois, tu vois. Mm. 3 5 mois après avoir lancé ma première agence, j'avais 3 5 mois, ouais, 3, ouais, entre 3 et 4 par mois. Mm. Et, euh, et ouais, voilà, déclic, quoi. Incroyable en vrai. Et souvent d'ailleurs, moi quand je parle avec des personnes qui ne montent pas de boîte, etc., et qui se plaignent de leur situation financière, à chaque fois j'ai la même réponse, ouais, mais c'est trop compliqué, ça met du temps, etc. En fait, les gens ils se rendent pas compte que littéralement en 2 mois, tu peux gagner le triple de ton salaire actuel en travaillant 3 fois moins. Tu vois, Ouais, ils oui, se rendent pas ouais, compte de ça. Et... même plus, ouais. Enfin, je Oui, veux même dire, plus, ouais. en 2 mois, enfin, même pas, en un mois, tu peux gagner ce qu'un mec au SMIC gagne en un an, tu vois. Ouais, c'est réel, c'est réel, c'est réel. Ça Et... veut dire qu'en un an, tu fais ce qu'il fait en 10, quoi. Ouais, c'est fou quand même quand tu y penses. Hein. Ouais, c'est clair. C'est chaud, quoi. Moi, c'est là où j'ai pris la réalisation, où j'ai fait mon premier mois à 50 000 euros sur avril. Et à la fin du mois, je me suis dit, attends, Ouais, je viens de gagner 2 ans de salaire dans mes cosmiques, tu vois. félicitations Même d'ailleurs. plus. Ouais, c'était cool, tu vois. Après, le plus dur maintenant, c'est de le maintenir et de continuer de croître, tu vois. D'ailleurs, les insights, tu vois, moi, je partage les choses comme elles sont. On a fait moins le mois d'après. Non, on a fait moins. Après, on a quand même fini à 37 000, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement combien on a fini sur ça. Donc, bon, pas loin des 40, mais du coup, on était quand même moins que le mois d'avril. Ouais. Après, c'est logique, en fait, j'ai envie de dire, parce que le mois où on a fait ces fameux 50 000, le palier un peu symbolique des 50 000, c'est là où on n'avait pas encore besoin de gérer les clients, puisque c'est là forcément où on relançait cette nouvelle activité du scaling process. Et du coup, automatiquement, ce qui se passe, c'est que tu rencontres d'autres problématiques sur la suite, tu dois délivrer, etc. Donc voilà, tu as un peu moins de focus, ce qui fait que ton CA baisse un peu. Mais c'est un mal pour un bien, dans le sens où du coup, ça te permet aussi de restructurer toute ta boîte en interne. Tu vois les problématiques, tu règles les problématiques, et après tu renvoies, tu vois. Donc, et le but, c'est de continuer de grossir comme ça. Je sais que pour la fin de l'année, si je continue sur cette voie-là, 150 000, c'est un peu le palier sur 2024, tu vois. Ouais, Donc, 100%. ouais, ça va être cool. Et vous aussi, là, je sais que vous allez y arriver, parce que je sais que tu m'avais dit, ouais, Alexis, je sais pas, sur les ads, Ouais, ça galère, etc. Et je t'avais dit, fais confiance au truc, tu vois. Ouais. Et ça a pas loupé, parce que derrière, boum, vous avez fait votre vente x10 direct, et basta, quoi, tu vois. Mais ouais, il faut vraiment que les gens ils comprennent ça. C'est qu'en fait, une fois que tu as les ads qui run et que tu es rentable, en fait, tu as un levier de capital qui est. Tu peux leverage ton capital, tu vois. Mm, mm, Et ça, c'est ouf parce que les autres agences, il y en a pas beaucoup qui peuvent le faire, mm, quoi. mm.
En fait, c'est Donc, comme si tu imprimais de l'argent pur et dur, quoi. ouais, 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu mets. En fait, c'est le casino, mais contrôlé, tu vois. C'est le casino où tu es sûr de gagner. De ouf. Parce que tu mets tant dans la machine, t'en ressors tant. Ouais. C'est quand même assez ouf, tu vois. Après, il y a Ouais, tout un tas de 100%. choses qui reviennent en cours, refaire ses as, etc. parfois, mais quand tu fais le calcul à la fin, t'es quand même giga rentable, quoi. On va pas se Ouais, mentir ouais, non, mais oui, surtout sur sur ça. sur du service à étiquette, tu vois, tu Mhm. peux te permettre de dépenser quand même pas mal d'argent pour vendre Ouais. une fois, quoi, tu vois. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et ça, on le voit, on a pris ce parti-là. Et je pense qu'on va continuer à s'engouffrer dans cette brèche parce qu'on n'est pas beaucoup à le faire. Et du coup, Ouais, 100%. ouais. En fait, les gars, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ne vous lancez pas dans les ads parce que du coup, nous, c'est parfait, ça nous laisse une plus grosse Ouais, part de marché. Non, non, en vrai, bien sûr, faites-le, faites-le. Il y a trop de personnes qui ne le font pas encore. Il y a encore un gros boulevard à prendre sur la partie ads, même sur la partie tunnel, etc. Parce que ouais, les coachs et infopreneurs, enfin, ils mettent tout ça en place maintenant. Bon, en bien ou en mal, parfois, t'en as plein qui le font un peu n'importe comment, bien ouais, sûr, et c'est là où vous intervenez notamment. Mais d'un point de vue agence, en fait, t'as pas grand monde qui fait ça, tu vois, qui met vraiment des vrais ads en ouais. place, avec des vraies relances, etc. Finalement, t'as pas beaucoup de personnes qui prennent ce parti-là de se dire on avance là-dessus parce que bah, forcément, ils se disent. Souvent, d'ailleurs, les gens, ils se disent c'est compliqué, c'est long, euh, ça coûte Ouais. cher. En fait, Bah ouais, ouais. En fait, mais c'est parce qu'ils sont pas forcément éduqués sur les process, enfin sur la mise en place, mais en réalité, c'est pas si long que ça mm, pour eux, mm. quoi. Ouais, en quelques semaines, c'est plié. Ouais, Ça coûte cher, ça c'est faux, ça c'est le pire mythe. non, Parce qu'en pas fait, si cher que ça. bah non, parce qu'en fait, tu payes à la perte, tu vois. Genre, tu as payé, ça fait comme si tu mettais 300 balles et que tu reprenais un client, en Ouais, fonction de ton coût par acquisition. Et en fait, après, tu remets 300 balles, tu reprends un client. Donc, en fait, ça coûte pas cher. Au ouais, final, c'est c'est ça. juste déduit de ton offre de base. Mais bon, tu pourrais avoir la même chose avec des monteurs, tu pourrais avoir la même chose avec du mailing, tu vois. À la fin, c'est toujours le Ouais, même process, tu vois. Donc, et même le temps que tu passes, que les gens, ils préfèrent, c'est marrant parce que la plupart des personnes, ils préfèrent passer beaucoup de temps à prospecter, etc. Mais en fait, à la fin, si ce temps-là, tu l'aurais mis juste dans un process sur 2 3 semaines à vraiment le mettre en place, en fait, tu n'aurais plus besoin de prospecter ou alors tu aurais pu en complément avec un système qui tourne déjà. ouais. Ouais, non, C'est là où mais ça c'est devient sûr. intéressant. Donc, ouais, ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Je pense qu'on a fait le tour sur l'ensemble. En tout cas, encore une fois, merci de l'invitation sur tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Baptiste? Où est-ce qu'on peut te suivre? Webiflow sur YouTube. On a LinkedIn aussi, Baptiste Aligier, vous mettez Baptiste Webiflow, vous allez me trouver. Vous pouvez aussi aller sur le profil d'Adriano. Il y a, et puis c'est tout. Et notre Ouais, site web, webiflow.fr. ok. Très simple. On mettra les liens dans la description directement pour ceux qui veulent aller checker. Si vous êtes coach, infopreneur, allez checker ce que fait Baptiste et Adriano. Vous n'allez pas être déçu du résultat si vous voulez du full done for you. Ouais, Et si vous êtes une agence ou un coach à étiquette, dans ce cas-là, vous avez aussi le lien du scaling process qui est sous la description, auquel je vous invite vraiment à aller checker si vous voulez maîtriser l'ensemble du process et devenir prédictible sur la globalité. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça nous montrera un peu votre soutien. Baptiste, un petit mot de la fin avant qu'on se quitte sur tout ça? bah allez bosser, hein. Ouais, ouais, c'est clair, il y a pas d'autre Allez secret, c'est bosser. clair. Allez bosser parce que c'est Non, et puis ouais, lancez vos business, faites de l'argent. fait de l'argent coffré, Passez dépensé. ouais, passez à l'action. Mais non, c'était très cool de cette invitation, très cool ce Ouais, podcast. ça marche. Et puis ouais, full valeur, je pense. Ça va Ouais, donner pas mal d'insights, carrément. peut-être. En espérant en tout cas que ça vous ait tous plu. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, bref, la globale, je vous ferai pas le discours. En tout cas, merci d'avoir visionné jusqu'au bout. Baptiste, merci pour être venu sur ce podcast. Et Merci puis à on se toi. retrouve tous dans une prochaine vidéo, la semaine prochaine, comme d'habitude. Ciao, ciao. Ciao.